Alors, merci beaucoup, Monsieur Charret. Je m'attendais effectivement à ce qu'il y ait beaucoup d'humour dans votre discours. Ça a été très intéressant. Et je ne sais pas ce que les gens dans la salle en pensent, mais en ce qui me concerne, j'ai découvert, en fait, c'est via Monique Jérôme Forget, justement, que j'ai découvert tout ce que vous avez fait pour les femmes. Je ne sais pas pourquoi je n'étais pas plus au courant de tout ce qui a été fait, mais Monique est une de vos grandes fans et je suis très proche d'elle et je lui fais grandement confiance. Et quand elle s'est mise à m'énumérer tout ce que vous aviez fait, j'ai dit, je pense que ce serait important de partager ça avec plus de gens parce que pas beaucoup de gens ont fait tout ce que vous avez fait. Mais j'aimerais vous demander pourquoi ça a été quelque chose d'aussi important pour vous et pour votre gouvernement que de donner aux femmes cette place qui leur revient. Moi, je voyais ça comme étant un principe de justice. Et peut-être qu'avec le recul aussi, je voyais les femmes et la situation qu'elles vivaient comme étant en soi une situation injuste, mais en plus une perte inacceptable pour la société. Ses ressources, leurs talents, leurs contributions. Et c'est une chose que nous avions et que quand on est au gouvernement, on a l'occasion de corriger. Bien, si on est élu pour ça. On est élu pour ça, pour corriger ces choses. La loi sur la parité, personne ne nous l'avait demandé en passant. Il n'y a pas un chat qui nous l'avait demandé à ce moment-là, juste parce que je pense que les gens ne portaient peut-être pas beaucoup attention. Mais nous, on le vivait à l'interne, puis on le voyait, puis je le voyais, puis je me disais, bien, coudonc, ça ne peut pas être ça, là, la réponse qu'on nous donne. On a, nous, le pouvoir de changer les choses. C'est quand on a cette responsabilité-là, il faut agir, il faut bouger. Donc, vous avez été avant-gardiste, finalement. Et bien influencé par mon épouse, par les gens autour de moi. Monique Jérôme Forget, vous saviez, c'est tout un caractère. Elle était assise à côté de moi au Conseil des ministres pour raconter, sans vous livrer de grands secrets. Périodiquement, elle me disait, là, Monsieur le Premier ministre, là, Monsieur le Premier ministre, là, moi, je vais vous dire une affaire que vous ne voulez pas entendre. Mais je vais vous dire pareil. Et après 3 ou 4 fois sur des mois, je lui disais, Monique, si je ne veux pas l'entendre, dis-moi-le donc pas. Mais Monique avait ses théories sur la pépine et ça. Mais je dois vous souligner, un jour, je vais écrire mes mémoires que je vous recommande fortement en passant. Ils ne sont pas écrits encore, mais ça va être bon. Sur la différence entre les femmes et les hommes. Oui. Parce qu'il y a des choses très... je vais vous en donner une différence. Que les femmes doivent, et je soupçonne que je m'adresse à beaucoup de femmes qui sont dans la salle ce soir. Les femmes, surtout lorsqu'elles sont dans les postes de responsabilité, sont souvent des perfectionnistes. Alors, des perfectionnistes, ce n'est pas un cadeau, ça, pour elles. Dans le sens suivant. C'est une lourde... Alors, elles font quoi, les perfectionnistes? Hein? Elles arrivent à la période de questions, elles ont lu 200 pages de documents, elles ont rayé, ils ont écrit des notes. Les gars, eux autres, ils n'ont rien lu, évidemment. Ils comptent sur les femmes. Oui, on va faire ça sur le... Alors, parce qu'elles sont perfectionnistes, elles doivent apprendre à vivre, parce qu'elles ne changeront pas. Elles ne deviendront pas moins perfectionnistes en passant. Quand on prend la peine de raisonner, d'observer, vous ne changerez pas. Si vous êtes perfectionniste, essayez pas de ne plus l'être, vous l'êtes. Et vous ne changerez pas. Mais il faut que vous en soyez consciente, d'une part, et que vous puissiez maîtriser ce trait de caractère que vous avez pour que vous puissiez le gérer et que ce ne soit pas cette obsession de la perfection qui vous gère à la place. Et nous, on faisait des efforts pour conscientiser les femmes dans l'équipe, on leur en parlait très directement. L'autre règle de la politique qui est très injuste, nous en donner des choses très simples. Pour une femme en politique, la vie n'est pas très juste. Les gars se lèvent le matin. Tu sais, moi, ma tête, là, elle est comme elle est. Hein? Tu sais, je me lève le matin, puis advienne que pourra. Mais les femmes de mon conseil des ministres le matin, elles doivent aller chez le coiffeur. Puis elles s'habillent. Parce qu'elles se présentent à l'Assemblée nationale, à la période de questions. Puis elles sont... Puis c'est pas optionnel. La vie est comme ça. Mais c'était beaucoup plus exigeant. Une femme, en politique, par exemple, ne peut pas facilement inviter un homme journaliste à dîner dans un restaurant. Même encore aujourd'hui. Les règles ne sont pas les mêmes. Alors, les règles ne sont pas les mêmes. Et elles doivent apprendre à travailler dans cet environnement-là. Dans les débats, c'était très différent. Si vous posez une question à un homme, tu sais, qu'est-ce qu'on devrait? On fait un tour de table. Les gars vont dire, bon, on fait quoi dans ce dossier-là? Oui. La réponse, c'est oui. On le fait-tu, oui ou non? Oui. Il commence avec oui. Après ça, il s'explique. Une femme va commencer par s'expliquer pour ensuite donner la réponse. C'est très différent.
Alors, il y a des barrières typiquement féminines, comme vous l'énoncez, mais est-ce qu'il y a, c'est certain que vous serez d'accord avec moi, mais quelles sont, d'après vous, les qualités typiquement féminines qui font qu'on va renforcer, que ce soit dans le monde politique, que ce soit au sein d'un conseil d'administration, qu'est-ce que les femmes apportent qui fait que le conseil d'administration sera plus efficace, aura une vision plus holistique d'une question? Et on dit, selon certaines études, Mme Coty, que les conseils d'administration qui ont une plus forte participation des femmes performent mieux en termes de rendement, en termes de... Et je pense que c'est vrai. Moi, j'ai le privilège d'être sur le conseil d'administration d'une entreprise qui s'appelle Publicis, dans le domaine des communications, une entreprise française, présidée par Elisabeth Badinter, oui, qui est une féministe et une philosophe, qui est paritaire, et qui l'était avant que tout ça devienne... Et les conseils d'administration qui ont cette diversité de vues, je pense, ont plus de chances d'avoir une vision plus large des enjeux et des événements. Et dans notre Conseil des ministres, on a vu un changement dans les débats parce que les femmes, effectivement, elles sont plus réfléchies, sont moins portées vers la conclusion rapide. Elles travaillent plus, font plus d'efforts, sont plus studieuses, plus réfléchies. Les hommes sont plus sur la décision, eux. Et ils ne souffrent pas. Tout ça, tous ces caricatures-là sont vraies. Ils ne souffrent pas, eux, d'un sentiment d'incompétence pour les... Hein? S'il y a un job à faire, je suis capable. Mais une femme, oui, elle va douter, c'est vrai. Mais ça change la texture de la discussion et ça la rend plus riche et plus substantielle. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'il y a des conseils d'administration de Old Boys Club, on va dire, d'hommes qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années, qui ont l'habitude d'atteindre des consensus de manière très rapide et très simple, qui redoutent justement l'apport des femmes et les femmes qui vont peut-être poser des questions plus pointues, amener des points de vue différents, remettre en question le statu quo. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine paresse? Il y a la nature humaine. La nature humaine, c'est très puissant. On s'habitue, on est confortable avec qui on est, avec qui... et ça, c'est une chose qu'il faut reconnaître. Il faut être conscient de cela. Alors, donc, une fois qu'on est conscient de ces choses-là, ça nous permet de faire les changements et d'adapter et d'éviter les pièges de ce confort qui finit par être un désavantage pour une entreprise. Dès le jour où on devient confortable dans ce qu'on fait. Alors, tous ceux qui ont réussi des choses dans leur vie, c'est des gens qui ont toujours vécu un certain inconfort, sont toujours challengés, ce n'est pas des gens satisfaits au sens noble du terme. Alors ça, on le voit. Il faut, je le sens de moins. Je pense qu'il y a une volonté d'inclure davantage les femmes. Ils ne savent pas toujours comment le faire, ils ne savent pas toujours vers qui se tourner. Toute la question du réseautage est importante. Il est vrai, à mon avis, que les femmes ne s'avancent pas suffisamment. Qu'elles n'apprennent un manque pas de confiance. Pardon? Un manque de confiance. Oui, je pense. Et qu'il n'y a pas suffisamment de femmes qui lèvent la main pour dire « moi, je suis capable de faire ça ». Pas suffisamment de femmes qui font appel à des mentors et qu'elles devraient faire appel à des mentors. Des mentors hommes ou femmes? Hommes ou femmes, il n'y a pas de distinction. Elles devraient faire appel à des mentors. Elles devraient demander et elles seront étonnées de la réponse. Il y a des gens, moi je suis un ancien premier ministre, il y a des gens qui s'intimident, ils disent « ah, bien, il accepte ». J'ai eu 2 personnes qui m'ont demandé d'être leur mentor, un peu comme ça. Un qui m'arrive d'une chambre de commerce, un jeune qui s'inscrit dans un programme, et j'ai accepté. Une autre, elle est ici ce soir, qui est venue me voir directement. Puis elle dit « moi, je veux que vous soyez mon mentor ». J'ai-tu le choix? Elle dit non. C'est qui? C'est Mariama. Et avec qui j'ai... Bravo pour l'audace. Oui, bien... J'en profite d'ailleurs pour vous mentionner, on s'en est parlé lorsqu'on avait notre appel conférence, M. Charret, que la gouvernance au féminin lançait un programme de mentorat et qu'effectivement, on estime que c'est essentiel d'encourager les femmes à justement se sentir prêtes. C'est-à-dire que je pense sincèrement que les femmes sont prêtes. Au Québec, les femmes sont prêtes. Des fois, elles ne savent pas qu'elles sont prêtes. Elles ne sont pas conscientes qu'elles sont prêtes. Et quand il y a des décisions importantes à prendre, un mentor à leur côté peut faire toute la différence. Alors, on a mis sur pied un comité stratégique. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'on a atteint la parité. On a 3 hommes et 3 femmes
qui sont en train de travailler très fort sur la mise en place d'un programme de mentorat très robuste. Et on a une quinzaine de mentors qui sont déjà parmi nous et une quinzaine de mentorés qui seront très prochainement matchés. Donc, j'en profite pour remercier très chaleureusement le comité qui généreusement donne de son temps pour ça. Et puis, je pense que le programme de mentorat, on a vraiment mis l'emphase sur le fait qu'il nous fallait des hommes aussi. Et curieusement, on a plus d'hommes que de femmes qui ont donné leur nom. Évidemment, on prend des gens qui ont un certain niveau, VP et au-dessus. Et beaucoup d'hommes ont dit que oui, pour moi, c'est essentiel d'aider les femmes dans leur démarche. Alors, vous, votre conseil pour que, là, par exemple, Mariama, elle a eu l'audace de venir vous voir. Alors, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui sont ici que ça pourrait leur apporter de concret pour qu'elles s'engagent dans un programme de mentorat? Parce que ça prend du temps des deux côtés et c'est sûr que votre agenda est probablement plus chargé que la plupart des gens ici, mais de se dire, oui, c'est une démarche que je veux faire pour les 12 prochains mois. Et si vous faites du mentorat, je vous conseille de vous préparer pour le mentorat, de vous préparer dans le sens de faire un peu de recherche sur ce qu'est le mentorat et comment on le fait. Parce qu'on pense spontanément qu'on peut le faire, et beaucoup de gens sont capables de le faire. Mais ça vaut la peine de prendre un moment juste pour voir comment on le fait correctement, pour qu'on puisse aborder la personne avec qui on a le plaisir de faire ce mentorat, pas dans une perspective de prendre des décisions à sa place, mais d'aider cette personne-là à se situer, à se retrouver, à avoir un peu le reflet de ce que ses choix peuvent être, lui donner confiance, lui donner une perspective sur la vie. Et ça vaut la peine de faire l'effort de préparation des deux côtés avant de s'engager dans cette démarche-là pour que les attentes soient bien calibrées. Et c'est très enrichissant comme expérience. Oui, je pense que ça ne s'improvise pas. Non. D'ailleurs, on a mis en place un programme de formation pour les mentors, justement, même si la plupart sont des gens très expérimentés qui disent avoir coaché des gens dans leurs équipes, ils n'ont pas toujours conscience de cette relation qui est très différente. Je vais vous faire une confidence. Moi, j'arrive chez McCarthy-Tétrault, le bureau d'avocat, ça fait 2 ans et demi. J'ai été premier ministre du Québec, puis tu sais, j'ai fait, là, c'est important. Moi, j'arrive au bureau, on avait eu d'autres expériences au bureau avant ça, avec des gens un peu avec mon profil qui arrivent. Moi, j'avais un mentor dans mon bureau. Et ça a étonné les jeunes dans mon bureau. Moi, j'ai encore un mentor dans le bureau. Pourquoi? Bien parce que j'arrive dans un environnement nouveau. À 28 ans, là, j'arrive dans un gros bureau d'avocat. Je ne sais pas où sont les salles de bain. Je ne sais pas où sont les... Puis là, on se sent un peu... Mais ça a été une des meilleures choses que j'ai pu faire. Puis c'était très connu. J'ai un mentor, il y a un nom, et c'est une personne à qui je peux me confier. Une des choses que j'ai appris dans la vie, il faut demander. Il faut demander de l'aide. Il n'y a personne qui va être blessé parce que vous leur demandez de l'aide. J'ai fait ça toute ma vie, moi, demander à des gens, viens travailler comme moi, sois candidat, donne-nous de l'argent pour nos campagnes, fais ci, fais ça. Le pire qui peut arriver, c'est de vous faire dire non. Puis, il n'y a personne qui est retourné à la maison et dit « Hey, je t'ai assez insulté aujourd'hui, imagine-toi. Jean Charest m'a appelé et m'a demandé de l'aider. Et que je t'ai insulté. » Mais une fois qu'on a compris ça, et mon épouse pense que je suis béni parce que j'ai eu des anges gardiens toute ma vie, tu sais, à dîner sous une bonne étoile. Je ne sais pas, peut-être. Mais en même temps, j'ai aimé, en même temps, quand on me demande, moi, puis des fois, ça arrive dans toutes sortes de circonstances imprévues. Moi, je me dis, c'est le destin. Si quelqu'un arrive devant moi comme ça, c'est le destin, puis j'accepte le destin. C'est à mon tour d'aider. Bon, alors, il y a peut-être quelques personnes qui vont venir vous voir ou vous appeler. Calmons-nous, là. Alors, écoutez, j'aimerais ouvrir les questions au public. Une ou deux personnes qui voudraient poser leurs questions à Jean Charest, c'est le moment. On peut vous apporter le micro si vous levez la main, si vous n'avez pas envie de déranger les autres. N'hésitez pas. Levez la main. En attendant, je peux... je fais un peu ça. Là. Je vais me proposer pour être mentorée pour la prochaine minute, M. Charest. Quelle est la chose que vous êtes répétée le plus souvent dans votre vie qui vous a aidé à progresser? Est-ce que c'est, justement, c'est peut-être un conseil que vous avez reçu, mais qu'est-ce qui vous guide le plus?
Bon, il y a toujours beaucoup de choses qui nous viennent à l'esprit. D'abord, un amour pour le travail. Moi, très jeune, dans ma famille, à moi, mon père, c'est un homme qui travaillait beaucoup. C'est un homme de sa génération, plein de défauts. C'est pas quelqu'un, c'est un joueur de hockey qui avait fait une 9e année, qui était un homme d'affaires, venait d'une famille d'affaires. Mais mon père croyait beaucoup au travail. Puis il nous disait, il y a 3 choses à faire dans la vie pour réussir, le travail, le travail, le travail. Et ça, dans tout ce que tu entreprends, ton mariage et ton... Et je crois beaucoup à ça. Il y a un livre qui a été écrit par Malcolm McDougall. Gladwell. Oui, qui s'appelle Outliers. Outliers, c'est quoi l'histoire d'Outliers? Il raconte finalement l'histoire de gens qui ont des talents, qui font un effort exceptionnel pour arriver à leur but. Et ça paraît simple, Dieu, mais dans le fond, ce n'est pas si sorcier que ça. Si vous croyez, si vous aimez quelque chose, puis vous êtes prêt à y mettre du travail, et plus de travail que les autres, les chances de réussite sont augmentées substantiellement. L'autre chose, c'est un peu de recul dans la vie. Il faut avoir, c'est vrai que j'aime l'humour, mais je vais vous dire pourquoi j'aime l'humour, parce que c'est un langage, l'humour, une façon de dire les choses différemment en passant, mais c'est aussi un recul. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas le sens de l'humour en passant, qu'on trouve plus souvent chez les socialistes. Tu sais, en croyant un, il est sérieux, là, tu sais, rien de drôle. Puis... Pas qu'on doit toujours être, on n'est pas stand-up comique, là, puis il ne faut pas tomber dans ce piège-là, mais l'humour, c'est un recul. Hein? Ça nous permet de reculer sur soi-même, de se prendre du recul sur la vie, puis et c'est sain en ce sens-là. Encore une fois, sans en abuser, mais il faut avoir cette capacité de recul pour pouvoir... puis c'est vrai, le poème de... C'est qui de... j'allais dire Poe, c'est pas Poe, qui s'appelle « If », qui, dans un extrait, dit nos victoires et nos défaites sont des imposteurs. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Moi, je suis le politicien qui est mort le plus souvent politiquement au Canada, de la dernière génération. Je ne sais pas combien de fois on m'a déclaré. Mais c'est vrai aussi que mes victoires, j'ai eu des victoires qui étaient en réalité des défaites. Et les défaites. Donner un exemple, la plus importante campagne électorale que j'ai faite, je ne parle pas de référendum, c'est 98 contre Lucien Bouchard, où on fait campagne dans les 12 derniers jours sur ma décision contre un référendum. Dire, il n'y aura pas de... Et à ce moment-là, pourquoi c'est important? Parce que le plan de Lucien, c'est de gagner un gouvernement majoritaire puis de tenir un référendum, ce qui aurait été absolument désastreux pour le pays, de mon point de vue. Lucien, le soir d'élection, nous gagnons, contrairement à ce qu'annoncent les sondages, la pluralité des voix. Et Lucien, ce soir-là, son référendum est annulé. Lui, c'est fini. Dans le fond, la campagne électorale la plus importante que j'ai faite dans ma vie, c'est celle que j'ai perdue. Pas celle que j'ai gagnée, c'est celle que j'ai perdue. L'autre chose, c'est la résilience. Si vous avez cette capacité de résilience qui vous permet de croire, même quand personne ne croit encore, bien là, vous allez vaincre beaucoup d'obstacles. Merci beaucoup. Je cède la parole à monsieur. Allons prendre une dernière question. Merci. Oui, monsieur Charret, vous en avez parlé à plusieurs reprises à l'intérieur de votre discours, le rôle que votre femme a joué dans votre carrière politique, dans votre relation. Je voulais savoir un peu comment est-ce que ça a commencé comme relation. Donc, je ne sais pas, une femme avec un homme d'affaires, avec un homme en politique. C'est parti comment? On sait. Ben, c'est pas de vos affaires, là. Franchement. Mais on s'est rencontrés adolescents, nous. Mais pour mon épouse, en passant, vous l'avez sans doute remarqué, elle est plus vieille que moi, mon épouse. Hein? On la laissé faire. C'est pas élégant, ça. Non, je sais, c'est pas élégant, mais ça lui fait... Michel et moi, on s'est rencontrés adolescents, puis on s'est fréquentés, on avait 15 et 16 ans, puis on était bien en amour, puis elle étudiait à Montréal, elle était à Villa Maria à Montréal, puis on s'est séparés pendant une période de temps, puis on est revenus ensemble. Mais on a vécu une relation dans laquelle il y a toujours eu une certaine tension, hein, comme dans les couples. Les couples qui, là, j'offre, tu sais, c'est de la psychologie amateur, mais les couples où il y en a un qui se sublime totalement à l'autre, généralement, ça ne marche pas. Hein. C'est quoi un couple? C'est 2 personnes qui ont chacun leurs idées, puis on ne veut pas que l'autre personne se sublime. Et dans notre couple à nous, il y a beaucoup d'amour, de complicité, on a fait des choses ensemble, puis ce qu'on a fait, on l'a fait ensemble.
Et puis, toujours une tension dans cette relation-là où elle n'accepte pas d'emblée tout ce que je pense, puis tout ce que je dis, puis tout ce que je fais. Puis un partage des responsabilités. Dans la pratique de tous les jours, un partage des responsabilités. Tu vis dans la maison, là, ben, tu n'es pas un invité dans cette maison-là. C'est dans tous les détails. Hein? C'est que ce soit faire ton lit, ramasser tes choses, tes vêtements ou tout. C'est pas un détail, ça. On vit ensemble, on partage ensemble, et la vie est comme ça. Et donc, de elle, j'ai toujours été... elle m'a toujours challengé en ce sens-là. Puis elle a fait sa propre vie. Pas facile pour un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, dans une vie publique, parce que puis toute l'attention est sur l'autre. Hein? Toute l'attention est sur l'autre, tout le temps. Alors, et là, l'autre, s'il n'en est pas conscient, là, ça finit par être écrasant. Et alors, il faut faire de la place, là. Il faut garder de... Alors, j'ai été très, très chanceux et sincèrement, je vous dis, je n'aurais jamais été premier ministre du Québec si j'eût été. Maintenant, quand je recrutais des candidats, je leur demandais toujours et systématiquement s'ils étaient mariés, s'il y avait un partenaire, puis je leur demandais, ils pensent quoi de ça? Puis quand quelqu'un me disait, bien, mon mari ne veut pas que j'aille en politique, ou ma femme, ben ouais. Ou s'il me disait encore mieux, je n'ai pas de famille, tu sais. Pas de famille, c'était pas... J'ai eu un candidat, moi, il n'y avait pas de famille du tout, je ne dirais pas qui, dans une élection partielle. Dans le pôle où sa mère habitait, il n'y a pas eu de vote. Alors, tu sais, généralement... Écoute, ça n'allait pas bien, on a fini à 3 % Généralement, les gens qui, en politique, vous allez voir, vont réussir, vont passer à travers. L'autre chose, je vous dirais, je vais aller plus loin, observez les gens qui ont des réussites dans la vie. Là, je généralise beaucoup. S'il vous plaît, ne me le reprochez pas, je sais que je généralise. Mais souvent, vous allez observer des gens qui font des choses dans la vie, ont autour d'eux un noyau de personnes. Alors que ça peut être un couple, une famille ou des amis, mais ils ont autour d'eux ce noyau qui leur permet de passer à travers les moments les plus difficiles de leur vie. Et un jour, moi, j'avais eu un sondage qui était très mauvais. L'Assemblée, j'ai vaincu ça, moi, des sondages qui étaient mauvais. Moi, ma spécialité, c'était de gagner les élections. J'ai un sondage mauvais, je marche dans le corridor pour aller à la période de questions. Les journalistes peuvent être très cruels certains jours. Il y a un gars de Radio-Canada, son nom, c'est Brunet, je n'oublierai jamais. Il crie devant les autres, il dit « Puis, comment on se sent quand il y a juste notre famille qui nous aime encore? » Moi, je n'avais pas trouvé ça drôle en passant. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, pour moi, c'est ça qui comptait le plus. Le reste, là, viendra après. Monsieur Charest, ça a été un immense plaisir pour nous de découvrir l'homme derrière l'ancien Premier ministre. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, nous avons un petit cadeau pour vous remercier. Merci. Merci. Merci, Monsieur Charest.